Bonjour et bienvenue dans Ça papillonne, le podcast qui t'aide à faire évoluer tes habitudes au travail de manière efficace et engageante. Je suis Rosanne Lemarchand, formatrice en efficacité professionnelle et chaque semaine, j'explore des thématiques variées autour de la gestion du temps et de la formation. Je te partagerai des conseils pratiques pour une meilleure organisation au travail et des histoires inspirantes pour t'accompagner sur ton chemin de formation. Ce qui m'importe, c'est de t'aider à faire un pas de côté, d'observer tes comportements au travail, de prendre du recul et j'espère te faire avancer. Chaque épisode est une opportunité d'explorer de nouvelles idées et d'acquérir des compétences. Installe-toi confortablement et laisse-toi guider. C'est parti! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça papillonne. Aujourd'hui, nouvelle interview, nouvelle personne en face de moi et j'ai le plaisir d'accueillir Gwenaëlle Masson. Bienvenue Gwenaëlle. Merci, bonjour Rosen. Alors, Gwenaëlle, on se connaît depuis un petit temps déjà puisque tu as été mon formateur. Ça remonte, hein, je crois que c'était 2017 ou un truc comme ça. Tu m'as animé la formation de formateur occasionnel, 3 jours à ce moment-là. Je me rappelle m'être mis en panique pour la mise en situation d'animation. J'étais en totale panique. Première fois, je crois que je faisais ça. Je sais pas quel souvenir tu en as, toi, à ce moment-là. Sur le moment, je t'avoue, je n'ai pas de souvenir précis. Ah, J'ai j'ai pas tellement eu marqué. l'habitude de voir des personnes en panique que j'ai l'habitude de les rassurer et de voir qu'après, ça se passe bien. Ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Après, ça s'est bien passé, en effet. Bon, au-delà de ça, du coup, on se suit depuis un petit, voilà, on n'a pas un parcours parallèle, mais depuis LinkedIn, en fait, depuis que je me suis bien remise dans LinkedIn, j'ai une vue, en fait, sur ce que font les autres autour de moi et tu fais partie du paysage, pour moi, des personnes que je suis. Donc, je te suis depuis un petit temps. Donc tu vas déjà te présenter pour les autres, pour les auditeurs, savoir ce que tu fais aujourd'hui dans la vie, puis on repartira peut-être en arrière à un moment donné. Dis-nous tout, Gwenaëlle, qui es-tu? Qui je suis? Donc, Gwenaël, euh, formateur, deux casquettes, formateur, médiateur, en fait. Depuis 2013, ouais, je me suis lancé à mon compte en 2013. Et formateur et médiateur par la communication non violente, c'est un peu l'une de mes particularités, spécificités. Et j'ai découvert la communication non violente bien avant, enfin c'était en 2011. Et quand je me suis reconverti pour devenir formateur, ben, naturellement, je suis allé en fait, enfin pour moi c'était une évidence chez moi, mais d'aller vers les thématiques de relations humaines, tout ce qui est communication, pourquoi les gens ne se comprennent pas, donc la communication non violente. Et puis, l'autre casquette, genre en 2015, j'ai fait une école de médiateur par la communication non violente. Donc là, deuxième métier, pour, je dirais, accompagner en fait la résolution des conflits par la médiation. Et de ce fait, j'ai déployé aussi des formations sur la gestion de conflits, sur la posture de médiateur. Et puis, donc j'aime bien dire souvent que j'ai deux grandes passions dans mon métier et deux objectifs. L'un, c'est tout ce qui tourne autour des relations humaines et avec la communication non violente, la médiation. Voilà, en tout cas, ce sont mes spécificités. J'aborde ces thématiques-là. Et l'autre, c'est la pédagogie et formation de formateurs, tuteurs. Mais pour moi, c'est tout ce qui est pédagogie, pédagogie active, c'est creuser comment est-ce que les gens, comment est-ce que nous, on forme et comment est-ce qu'on apprend aussi également. Mm, Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau dans ces moments-là? Ça, c'est quelque chose qui me passionne. Et tout depuis à fait. 2015, je forme des formateurs. Donc, tu étais l'une des premières. Ah bah, en plus, ok, je faisais partie des premières missions. Ok, d'accord. Très bien. Et de ce que je me rappelle en fait de cette formation de formateur occasionnel, c'est que ça m'avait bousculé dans les méthodes. Je découvrais des méthodes. En fait, j'avais même pas. Je crois que je suis même pas sûre d'avoir vécu des formations en dehors de mon parcours scolaire. Jusqu'à cette formation-là, je crois que je n'étais jamais allée en formation. Donc, Hmm. en formation continue, parce que j'ai eu des postes différents sur lesquels on ne me formait pas, en fait. J'avais pas de formation, je restais pas assez longtemps pour qu'on me forme. Je restais 1 an et demi, en fait, à tout casser dans mes postes de salarié. Et donc, du coup, peut-être pas assez pour que les gens me disent, oh, bah, on va peut-être la former. Puis non, hop, je suis partie. Donc, voilà. Mais, du coup, ouais, ça m'a fait bizarre de voir des méthodes que je connaissais pas. Le blason m'avait marqué. Il y avait la question de la confiance. On marchait dans la salle et puis il y en avait un qui avait les yeux bandés, je sais plus. Bon, bref, il y avait des trucs. Je me dis, mais d'où ça sort?
Et hyper étrange pour moi à l'époque parce que pas habituée, quoi. Donc, moi, je garde vraiment des souvenirs entre les deux, quoi. C'était dérangeant et vachement bien, et puis hyper stressant, et puis voilà. Bref, plein de choses qui se mélangent là-dedans. Donc, j'imagine bien les gens, les stagiaires qui arrivent dans des formations où on n'utilise pas des méthodes habituelles, qui peuvent être aussi dans cette situation-là. J'aimerais, si tu veux bien, Gwenaëlle, que tu me réexpliques. Alors, c'est pour ma personne, parce que je remets le contexte. Je viens de passer une formation, je suis au module 1, mais je suis en pleine formation de facilitateur. Hmm. Et toi, tu viens avec ta casquette de médiateur. Alors, je vois, moi, la posture, la différence de posture entre formateur, facilitateur, qui d'ailleurs, ce sera ma prochaine thématique, expliquer aux gens la différence entre les deux. Par contre, médiateur, je n'arrive pas encore à bien situer la posture de médiateur. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça, qu'est-ce que ça fait en fait d'être médiateur? Qu'est-ce que tu fais sur le terrain? Bien sûr. Le médiateur, en fait, c'est vraiment une personne à qui on fait appel. C'est un professionnel à qui on fait appel, ou en tout cas, sinon, ça peut être en posture de médiateur, mais on fait appel à une tierce personne dans une situation conflictuelle. Donc, en fait, Hmm. c'est vraiment dans une situation alors, de conflit. Maintenant, ça existe autrement, c'est-à-dire que dans les pays anglo-saxons, ils parlent de médiateur de projet, et finalement, on pourrait presque parler de facilitateur dans ces moments-là, parce que là, c'est un peu plus, ça se rapproche plus du côté Hmm. facilitateur. Le médiateur, à l'origine, c'est vraiment celui qui va être sur la partie comment, dans une situation conflictuelle, à un moment donné, ou de désaccord, d'incompréhension, qui va intervenir en tant que tierce personne. Et cette tierce personne, elle accompagne justement, en fait, elle est garante d'un cadre, hein. Le cadre, c'est l'espace, en fait, de dialogue entre les personnes. Le rôle du médiateur, il est de faciliter, il est de soutenir la communication et la compréhension. Mais en aucun cas, il n'intervient, et il reste donc neutre et Hmm. impartial, il n'intervient pas sur la résolution en tant que telle, Hmm. ou sur les pistes. Maintenant, elle se rapproche des fois à ces postures. Et c'est Ouais. là où, alors, de manière un peu différente, je vais parler plutôt de facilitateur graphique, en tout cas, la Hmm. notion de visuel peut venir soutenir cette posture, parce qu'en fait, là, c'est le côté graphique de la chose. C'est Ouais. pas tant facilitateur, puisque là, c'est plus posture de médiateur. On pourrait parler de médiateur visuel peut-être. Certains l'utilisent beaucoup. Moi, dans les médiations, pas encore tant que ça, mais ça permet de rendre visuel juste ce qui est dans l'espace de dialogue, qui est audible et donc invisible. Ce qui a Et été rendre dit. visible quelque chose, ça aide à la résolution. Ce qui a été Et dit. Donc, ce que la personne a voulu dire plutôt que la personne, ce qu'elle a compris, en fait. Il y a une différence peut-être entre les deux. il peut y avoir une différence effectivement entre Hmm. les deux. Puis de rendre visible, c'est très important, parce que de rendre visible, ça permet aux personnes elles-mêmes de se rendre compte de ce qu'elles viennent de dire, et Hmm. peut-être de se rendre compte aussi de leur interprétation, incompréhension. Maintenant, ça, c'est si on utilise le visuel. Mais sans le visuel, le médiateur, c'est celui qui va le faire avec les mots, et Ouais. qui va donc en fait accompagner les personnes dans le dialogue, à aider les personnes à mettre en lumière leur incompréhension. Et surtout, on est là pour essayer de créer une zone de compréhension. Quand je dis de compréhension, ça veut dire vraiment que chacun puisse exprimer ce qu'il a à exprimer dans une situation vécue. Et donc là, il y a énormément d'émotions en jeu Ouais. souvent. Hein, pas toujours, mais très souvent. Hmm. Et donc, à un moment donné, c'est de démêler ces émotions, de les accueillir, pour ensuite aller vraiment mettre en lumière, en fait, ce qui est vraiment en jeu chez la personne. Et la personne, une fois qu'elle s'est exprimée, notre rôle est d'essayer de soutenir, de faire en sorte que l'autre puisse entendre la vérité de Hmm. l'interlocuteur, et vice-versa, puisque c'est Ouais. vraiment pour les deux. Donc, c'est un métier, en fait, vraiment où on est là pour accompagner. Il y a vraiment énormément un travail d'empathie avec chaque Hmm. partie prenante. Et c'est peut-être là la particularité, c'est-à-dire qu'un facilitateur, il est en empathie, mais très souvent, les facilitateurs, on les voit beaucoup. Je dis pas que c'est que ça, hein, parce que je ne connais pas le détail de ce métier, mais très souvent avec des collectifs, Hmm. beaucoup plus avec des groupes, va faciliter le dialogue, effectivement, va lever des incompréhensions. Il est là aussi pour faire converger, mais il y a quand même Hmm. très souvent un facilitateur, on lui a demandé à un moment donné, il y a un objectif de Tout à travail fait. dans Ouais. un collectif. Or, le médiateur, lui, il est là pour soutenir la compréhension, je ne sais pas où je vais. Ouais. Oui, et à la limite, enfin, tu sais pas où tu vas, mais l'objectif, c'est quand même de démêler tout ça et de trouver peut-être un accord entre les deux ou une En situation fait, plus sereine. moi, j'aime bien dire que c'est mon intention est de créer de la compréhension,
Par contre, surtout, je ne me mets pas d'objectif et un no D'accord. médiateur n'a pas d'objectif de résultat et ne cherche pas à aller jusqu'à l'accord. Parce que le danger, Ok. sinon, c'est justement d'influencer notre posture et de vouloir à tout prix chercher l'accord Ok. et on peut venir casser le processus. Donc, c'est D'accord. vraiment d'abord un espace je dirais, de communication et de compréhension. Et c'est entre deux personnes pour le coup, c'est pas dans un collectif, c'est Si, plutôt ça entre... existe en collectif aussi. Ça Ouais? existe en collectif, mais Ok. pareil, on vient soutenir la communication et la compréhension. Je ne sais pas où je vais, il n'y a pas D'accord. d'objectif. Ok. Bon, bah, déjà, c'est beaucoup plus clair pour moi. Merci beaucoup pour la définition. Tant mieux, Donc, depuis 2013, tu as ton compte en tant que formateur, médiateur dans la région de Brest, c'est ça. voilà, Saint-Venant. à Saint-Renan. Et avant, qu'est-ce que tu faisais dans ton ancienne vie? Dans mon ancienne vie, j'ai un parcours d'une quinzaine d'années. J'aime bien le résumer comme ça, mais commercial. Je suis passé j'ai commencé commercial dans le domaine de la banque, finance, assurance. Je vais prendre large et Ok. immobilier. C'est vraiment le monde C'est un peu marrant, je te financier vois pas du finalement. tout là-dedans maintenant aujourd'hui. Moi non plus. Ok, Mais, très bien. tu sais, aujourd'hui, quand je vois des enfants à qui on demande de choisir des options, un parcours, et quand Ouais, j'en vois certains qui savent ce qu'ils veulent faire, je dis waouh, je suis admiratif parce que bravo. moi, quand Mm. j'étais lycéen, j'ai juste entendu la fille d'une copine de parents qui dit, moi, je vais faire un IUT GEA pour travailler dans la banque. Ah tiens, c'est sympa la banque, pourquoi pas? Tiens, je vais y aller, je vais faire ça. Voilà, c'était ça. Moi, je savais pas ce que je voulais faire. Ouais, je comprends. Bah, j'étais La pareil. seule chose Mm. qui est revenue petit à petit, c'est petit, je voulais être. Enfin, je faisais mes stages quand j'étais gamin. Les stages d'observation, je les ai fait à l'école pour être Ouais. instit. Donc ça m'attirait déjà un petit peu, mais il y avait ça en tout cas. Et quand j'ai commencé par contre à travailler dans ma vie pro justement en banque, très vite il y a eu des parcours de formation interne. Et là j'ai vu des Mhm. formateurs internes, qui étaient des formateurs occasionnels. Ouais. Et très vite ça a été, c'est chouette, comment on fait pour faire ce que tu veux faire? Et à chaque fois que j'ai rencontré comme ça quelques formateurs dans les boîtes où j'étais, internes ou externes, je leur demandais comment on faisait. Et un jour, juste le dernier que j'ai croisé, il m'avait dit, écoute, il faut juste un peu d'expérience. Et donc, j'ai profité. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai 15 ans dans la banque finance, immobilier, commercial, animation commerciale. Et mon dernier Mm. poste, en fait, de salarié, j'étais chef de projet. Ok. J'ai créé même un service de projet et développement pour une boîte. Et il y a eu un licenciement économique. Et c'est là que j'ai profité de ce licenciement économique pour me reposer. Et c'est ma femme qui m'a dit, mais tu voulais pas faire formateur à un moment donné? Je dis, bah ouais. Et ça me paraissait un peu inaccessible parce que la formation à l'époque, AFPA, il y en avait pas autant Mm. qu'aujourd'hui. Il y en avait de Non. modalités que ce soit en 15 jours, 20 jours, 30 jours ou autre. Mm. Donc c'était un an. Mais heureusement, on pouvait la couper en deux, parce qu'à l'époque, il y avait De deux bloc. certificats de compétences, deux Mm. blocs. Et donc, celui qui m'intéressait, c'était le premier. Donc, j'ai passé le premier Mm. et c'était suffisant pour moi. Et voilà. Donc, ça m'a fait Ok, 6 mois de formation, 35 heures semaine. c'est déjà pas mal. Ouais, Donc, tu as le CCP1, en fait, du c'est ça. FPA. Pour C'est ça. parler dans le langage formateur, le CCP1, le bloc 1, la première partie du titre de formateur pour adultes qui est reconnu en France. Voilà, c'est le certificat de compétences concevoir et animer Mm. des actions de formation. C'est ça. Ok, très bien. Et est-ce qu'il y a tu vois une différence, puisqu'on est quand même sur le podcast de la thématique de l'organisation, on va revenir à notre thématique de base. Est-ce que tu vois une différence dans ton organisation d'avant, quand tu étais dans ton salarié, dans ton milieu de banque, et aujourd'hui, quand tu es indépendant, qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu faisais avant? Qu'est-ce que tu ne fais plus aujourd'hui? Dis-moi Oh, tout. plein de choses. Ah Je oui, pense j'en que doute pas. euh, j'essayais d'être, je dirais, un peu voilà, organisé. C'est-à-dire que mon premier poste de commercial, je devais faire de la prospection en banque. Enfin, ça existe, je crois que ça existe plus aujourd'hui, mais Ouais, 50% de mes rendez-vous devaient être des purs prospects et devaient ok. être à domicile. Ok. Donc j'ai 21 ans, 20, ouais, à peine quand je démarre, et je dois m'organiser, quoi. Je dois organiser mon agenda, prendre mes rendez-vous, mes déplacements. Sincèrement, je pense que j'essayais sans doute de faire au mieux, mais je le faisais presque un peu même, je sais pas, tout content de moi, d'être autonome. Ça, j'ai toujours eu besoin de cette autonomie et cette liberté, donc ça m'allait Ouais. bien. Mais quelque part, dès que je pouvais m'échapper du bureau et être en rendez-vous ailleurs, je pense que je réfléchissais pas plus que ça au kilomètre ou autre. Même peut-être pire, comme on est rémunéré ou qu'on avait des indemnités par rapport à nos déplacements, je pense que Ouais. quelque part, limite, on cherche les kilomètres, quoi. Ok. Donc pas de méthode, quoi. À la one again, Oui, du non, il y moment que je suis avait. dehors, quoi.
Non, il y avait peu de méthodes. Et je pense que c'est involontaire, hein. C'était vraiment juste Ouais. inconscient et pas Mm. réfléchi à l'époque. Voilà, et là, je vais mettre ça sur le compte de la jeunesse. Bien, oui, on peut, hein. Euh, et ça a été comme ça m'a suivi un peu dans mes années de salariat. Et je pense que le côté salarié fait que, en tout cas chez moi, j'étais organisé sur pas mal de choses, mais il y avait d'autres choses sur lesquelles je ne l'étais pas forcément parce que Mm. quelque part, je sais pas, j'en mesurais pas forcément la responsabilité ou autre, et c'était dilué dans une structure, dans une entreprise. Voilà, pouvait y avoir ça. Mais voilà, petit à petit, j'ai essayé de structurer. Euh, Ok. Aujourd'hui, bah, en fait, j'ai envie de dire, là, c'est plusieurs métiers en un. Comme je disais, je suis Mm. formateur, je suis médiateur, et je suis en fait chef d'entreprise, Ah oui, entrepreneur, enfin dirigeant. peu importe Mm. le nom qu'on lui donne. Mm. Et de ce fait, je suis commercial, gestionnaire, enfin, Juriste, comptable, tout à fait, communicant. assistant, enfin voilà, etc. Mm. Donc, il y a une organisation qui s'est mise en place petit à petit. Et la première, moi, je crois surtout prise de conscience. Et je pense que c'est ma première année à mon compte, là, vraiment. Première année entière. J'avais trouvé pas mal de centres de formation pour lesquels j'intervenais en sous-traitance à l'époque. Ouais. Et ils me donnaient des dates de leur formation, des fois catalogue ou autre. Donc j'étais chouette, mon agenda se remplissait. J'étais, bah, en termes on va dire au niveau commercial, je me disais génial. Et Ouais. mes dates sont bloquées, sont réservées. Enfin voilà. Ouais. Sauf que, bah, des fois, 2 semaines, 3 semaines avant, il n'y a pas Ça assez de s'annule. participants, c'est Ouais, ça annulé, s'annule. voilà. Mm. Et Et là, ça, patatras. très vite, bah, en fait, je me suis dit, mais attends, j'ai pas prévu d'être en vacances là, moi, cette semaine. Pourquoi on m'annule? Là, j'ai pas prévu d'avoir 15 jours de vacances. Ouais. Et là, moi et ma femme qui s'était lancée à son compte un an avant, tous les deux, on s'est dit, non, il y a un truc qui va pas. Et donc, tout de suite, on a commencé à renverser la vapeur, au moins au niveau organisation. Ça a été déjà maintenant, en janvier, on bloque sur notre planning tous les temps où on veut être, je dirais, en off, hors travail. Je vais mettre vacances, même si on ne part pas spécifiquement, mais Ouais, ouais, ouais. euh, on n'est pas au travail. On les bloque un an avant, c'est-à-dire en janvier 2025, on bloque l'année 2026 Mhm. pour que notre travail s'organise autour de notre temps de vie perso, Ok. en tout cas de manière déjà globale. Mhm. Et après, bah, il y a les petits détails de temps en temps qu'on vient bouger si besoin de manière exceptionnelle. Mais globalement, c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire, on a quand même les grandes lignes de notre vie perso et on organise le travail autour pour être sûr de ne pas se retrouver au dépourvu avec des semaines hyper chargées, des semaines où il n'y a rien. Et ça, déjà, ça a donné une grande ligne de directive, en fait, je dirais, à notre organisation. Ouais. Et aujourd'hui, la seule chose que j'ai encore moi du mal à faire, certains le font, c'est des fois ils se disent, moi dans ma semaine, j'ai une demi-journée de bloqué pour, je sais pas moi, la gestion ou quoi que ce soit. Mhm. Moi, je suis du genre je préfère le faire au fil de l'eau. Et de temps en temps, bah, je me retrouve avec 2 jours, mais je me bloque. Par contre, je me bloque tous les 6 mois, je me bloque 4 jours à peu près, où je mets tout à plat. Ok. Euh, Tu fais un tous les six- bilan du Ah oui, semestre. Ok. oui, tous les 6 mois, c'est-à-dire, on va dire, avant les grandes vacances d'été et puis juste avant la reprise de janvier, voilà, je me bloque du temps pour passer en revue mes 6 mois, mon année, voir si j'ai Mm. rien oublié. J'envoie tout au niveau comptable aussi, je vérifie qu'il manque rien. Je remets tout à plat. Je le fais déjà au fur et à mesure, mais il y a des petites choses qui, des fois, peuvent passer à l'as. Donc, ça me permet vraiment d'être sûr. Quand je dis passer à l'as, c'est un papier que j'ai pas classé ou voilà. Ok. Mais je préfère faire au fil de l'eau. J'ai ma to-do list qui m'aide et mes to-do list, j'en remplis, je vais pas dire toutes les semaines, mais presque quoi. Je vois. Ok. Et justement, quels outils tu utilises pour tout ça? Alors, l'organisation de l'agenda, ça va être peut-être un truc assez classique, peut-être de Google Agenda ou Outlook, un truc très... Alors, j'essaye d'éviter au maximum les outils Google parce que C'est vrai? leur modèle économique est basé sur les outils, sur, Oups! sur les données. Oui, c'est vrai. Ça, c'est un choix perso, hein. Mm. Après, il y en a d'autres qui seraient pas d'accord avec mon choix, mais j'utilise et t'en as parlé il y a pas longtemps dans un de tes podcasts avec Delphine, les appareils à la pomme. Oui. Voilà. En fait, pourquoi? Parce qu'ils se synchronisent tous entre eux. Et en Ouais. fait, moi, notre agenda, pareil, avec ma femme, en fait, on utilise l'agenda d'Apple et tu mets dessus différentes couleurs et thématiques. Et Bien sûr. donc, j'ai une visibilité sur son agenda pro, elle voit le mien. On a notre agenda commun, on a notre agenda de vacances ou autre. Enfin, Ouais.
Ça permet d'avoir tout ça déjà d'un seul coup d'œil sur l'agenda et Mm. ça, c'est énorme. C'est-à-dire qu'on a toute cette visibilité. Quand je dis toute, c'est-à-dire que elle, comme moi, on a visibilité sur notre agenda pro, ce Ouais. qui fait que si je veux fixer des rendez-vous, je sais aussi si elle, elle est Si elle est dispo, là, pas si elle est pas dispo. là, ouais, ouais, ouais. Exactement. Parce que le Mm. but, c'est d'essayer, on est chacun à notre compte, bah, d'optimiser les temps aussi ensemble. Et pas, C'est clair. si on a choisi d'être à notre compte, c'est aussi pour ça. Ouais, Et à côté de ça, donc ils se synchronisent. Donc en fait, mon ordinateur portable, moi c'est un iPad. ouais, Donc en ok. fait, mon agenda est dessus, mes mails sont dessus. Mon téléphone, bah, c'est aussi le téléphone d'Apple. Donc mon agenda est dessus, mes mails sont dessus. Donc mes mails se synchronisent. Et de ce fait-là, c'est ça qui fait que pareil, j'ai accès à mes fichiers partout. Donc en Mm. fait, dès que je reçois quelque chose, je peux le classer. Et à côté de ça, par contre, j'ai ma to-do list qui est papier. J'ai essayé de dématérialiser au maximum au départ. J'ai essayé d'utiliser les outils rappel, j'ai essayé d'utiliser Trello, j'ai essayé d'utiliser plein d'outils comme ça. Mm. Et en fait, à un moment donné, je crois qu'au fond de moi, j'avais une surcharge d'outils numériques. Ouais, ok. Et quand je dis surcharge, c'est-à-dire qu'elle est dans tous les sens. Pour ça, je dis Apple, l'avantage, c'est que je centralise tout, c'est à un endroit. Dès que je commence à en avoir d'autres, Ouais. j'ai l'impression que ça me rajoute une couche. Donc, en fait, sur mes to-do list, j'ai mes papiers et il n'y a pas longtemps, je l'ai partagé sur LinkedIn. J'ai revu ma to-do list un petit peu pour la Oui. classer Mm. priorité, petite case où j'ai mis les appels, les mails. Et c'est rien que ça m'a aidé parce qu'avant, c'était une liste très linéaire. Vite fait, ouais. Mm. Et en fait, maintenant, rien que le fait de voir d'un coup d'œil ce qui est mail, coup de téléphone, ben en fait, dans mon cerveau, ça fait pas la même chose parce que ça fait, attends, ça va me prendre 5 minutes, hop, je le fais. Alors qu'avant, ça traînait des fois 2 jours, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et rien que ça permet déjà d'évacuer mes to-do list. Je les stabilote parce que Ouais. j'ai besoin de voir ce que j'ai fait et la satisfaction. Ah, je suis dans cette catégorie-là. J'aime beaucoup aussi mettre la couleur. C'est bon, c'est fait, check. C'est parfait. Mais alors, du coup, il y a quoi dans ta... Je me rappelle avoir vu ce post-là sur LinkedIn de ta to-do list. Il y avait 4 cases. Voilà. Parce qu'à Yeah. l'écran... Alors, pour les auditeurs qui ne le savent pas, mais en fait, moi, j'enregistre sur Zoom la conversation, mais je vois tout de ce qui se passe en face de moi. Et donc, là, Gwen est en train de me montrer sa to-do list. Oh, to-do, j'avais pas vu ça. To-do, D-O-U-X. Ça, Liste. c'est un ami et formateur et médiateur, enfin, qui est souvent mon formateur d'ailleurs, mais on a été stagiaires ensemble, mais qui m'a dit, mais moi, ma to-do list, je l'appelle to-do comme ça, Jean-Marc. Oh, Et c'est j'ai trouvé ça trop génial. chouette parce qu'en fait, du coup, c'est déjà moins contraignant. Ah bah c'est clair, ça fait oui en effet ça fait plus doux, c'est plus sympa à regarder. Alors est-ce que tu peux nous dire ce qu'il y a dans les 4 cases, s'il te plaît? Ben, la case en haut à gauche, priorité, parce qu'en fait, Ouais. notre œil de lecture, notre sens de lecture habituel, il est de gauche à droite et on part par Hmm. le haut. Donc, en fait, Ouais. priorité à cet endroit-là, Ouais. c'est-à-dire vraiment ce que je veux faire en priorité. Mhm. À droite, j'ai les mails, téléphone, tout ce qui est si je dois passer un coup de fil, un appel. Voilà. Ok. En bas à gauche, j'ai là, du coup, pour le coup, les petites tâches à faire qui sont moins prioritaires, moins urgentes Ok. et moins importantes. Et puis après, c'est les idées. Alors, les idées, je me suis dit, il faudrait peut-être que je revoie ça parce que j'ai fait la case en bas à droite, c'est idées. C'est un peu des idées qui me viennent parce que très souvent, je lis un post, je fais ma veille, je lis, j'entends un podcast et j'ai des idées qui me viennent Hmm. d'animation, d'outils, de jeux, de création, d'articles. Et, et je me dis, bon, en fait, là, des fois, c'est un peu à moyen long terme, ça. Donc, en fait, je le Ouais. note et de temps en temps, je le transvase d'une liste à une autre. Bah oui, forcément, parce que ça va évoluer, quoi. Faut en faire un Ouais, mail, faut en faire un post, faut en faire un truc, peut-être un appel. Ok. c'est ça. Mais l'idée, c'est de le noter pour pas l'oublier, puis je le Hmm. transvase et j'ai toujours ça en toile de fond et c'est un rappel, quoi. Et comme j'ai vu que c'était une feuille volante, hein, c'était une feuille Ouais. A4, coupée en 4, qu'est-ce que tu en fais de tes feuilles? Alors, je les garde, en fait, la plupart, très Ça souvent. Mais m'aurait alors, étonné regarde, du contraire. parce que pour me, en termes, plutôt que d'imprimer, ce qui coûte cher, l'impression, Hmm. je me suis fait imprimer un bloc-notes de to-do list. Ok, donc un bloc-notes avec une petite reliure collante, on va dire, comme Oui, les blocs c'est classiques. ça. Et tout à fait, d'accord. En fait, j'ai fait faire ça sur un imprimeur, là, il n'y a pas longtemps. Donc, les autres, c'est celles que moi, j'avais imprimées Avant? avant et Hmm. qui me reste. Il me reste trois quatre. Et je me suis fait faire un bloc-notes d'une 100. Je me suis dit, mais comme ça, en fait, il sera toujours là. Et puis, je l'ai. Ouais, trop bien. Et en fait, c'était beaucoup plus économique parce que ça a dû me coûter, je ne sais même plus, 20 euros, quelque chose comme ça. Et il y en Ouais, a 150 ou 200. ok. T'en as pour un certain temps, parce que du coup, tu l'utilises à la semaine ou... Des fois, ça va un peu plus loin que la semaine, mais très souvent, oui, ça va être une par semaine, on va dire à peu près. À peu Ouais, près. donc là, t'en as pour 2 ans de... C'est T'as ça. 2 ans de to-do list devant toi, quoi. C'est ça. Donc en effet, 20 € bien, bien investi, impeccable.
très bien. Ouais. Et donc, tu les gardes parce que du coup, peut-être que tu reviens en arrière justement pour les idées, pour les choses comme ça. Tu reviens en arrière. Quand est-ce que j'ai fait ce moment-là? J'ai pas vu s'il y avait une notion de date sur ta feuille. J'ai Non, pas fait attention à ça. j'ai pas mis de notion de date parce que comme justement dans ma tête, c'est vraiment le plus possible à la semaine. Je dis bien le plus possible. Ouais. Oui, Après, je la oui. garde. Mais Semaine ça pourrait être X, semaine intéressant. 22, semaine 32, semaine machin. Mais ça pourrait être intéressant même une date. Mais le fait que ce soit priorité pour moi, c'est je fais ça là. Alors priorité pour moi, suivant ce que je mets, euh, c'est pas tant. Je dis souvent, c'est pas que l'urgence quoi. C'est aussi ce qui est important, c'est-à-dire que c'est pas forcément au jour près. Alors c'est peut-être là où il pourrait y avoir une classification un peu plus vraiment urgent. Mais souvent l'urgence, parce que mon habitude fait que l'urgence, souvent j'y réponds le soir après ma journée de formation, je réponds à un mail. J'ai l'habitude, c'est justement de traiter au fil de l'eau ces choses-là Ok, dans la alors, journée. tu as devancé ma question quand j'allais te la poser, tu as commencé à le dire, mais pour toi, c'est quoi une tâche qui est prioritaire? Quelle est ta définition à toi? Prioritaire pour moi, il y a une notion de délai, donc c'est pour ça que ça pourrait être intéressant quand même le temps, c'est-à-dire dans le Mm. sens où elle doit être faite là, dans les, je veux dire, les jours qui viennent pour moi, ou aller au maximum, ça dépend des fois des tâches, mais c'est surtout, faut pas que je passe à côté, c'est déjà ça. Donc elle est importante, que Mm. je l'oublie vraiment pas. Il y a vraiment cette notion, c'est-à-dire elle a un impact important, en ce sens, elle a un impact pour moi dans l'entreprise à plusieurs niveaux. Mais Mhm. c'est pas l'urgence. L'urgence, c'est vraiment là, il y a un truc, il faut que j'y réponde parce que ça a un impact entre guillemets pour moi sur mon organisation, sur l'entreprise ou quoi que ce soit, sur les jours qui vont venir, sur ma charge mentale. J'ai besoin de m'en libérer d'une part parce que c'est là, mais l'autre chose, c'est je sais pas, moi j'ai envoyé euh, j'attends un retour d'un client et il faut que je lui, des fois, de le relancer parce qu'il doit me donner, me fournir la liste des participants et que la formation, en fait, elle a lieu dans 15 jours. Et moi, je veux, là, 15 jours, c'est ma deadline maximum pour envoyer les convocations, quoi. Dans cet Même s'ils sont exemple-là, quand. il y a quand même une notion. Donc, c'est prioritaire pour toi parce que c'est urgent, mais l'impact derrière était aussi fort. Dans l'exemple que tu viens de me donner. Ah oui, bah là, on a urgent et important, oui. Voilà. C'est à ça que je Non, mais voulais un petit peu arriver. si on prend la matrice d'Eisenhower, c'est ça, je crois, Voilà. de mémoire, hein. Oui, oui, non, mais complètement. Bon. Mais c'est vrai que, comme je dis, l'urgent, la plupart du temps, l'urgent, je le traite dans la journée. Enfin, je vais envoyer un Mhm. mail à midi. J'ai pris ce pli-là et ça me va bien parce que ça reste pas en charge mentale. Moi, la Ouais. chose la plus importante pour moi, c'est d'avoir le moins de charge mentale possible. Et justement, quand je sens que je commence à en avoir trop, c'est que de temps en temps, j'ai pas fait le point avec moi-même et j'ai pas pris le temps de les renoter sur ma to-do list parce que la semaine a été chargée Mm. et donc j'ai traité plein de choses. Mais il y a d'autres choses qui restent en arrière-plan. Et là, mon réflexe, dès que je sens que ça monte, c'est le signal de se dire, Gwenaël, ta to-do list, est-ce que tu l'as faite? Non, attends, je pose tout sur papier. Vider la tête, en fait. Ah oui, Se vider exactement. la tête. Alors, moi, ça m'arrive parfois ces choses-là, mais dans la voiture. Alors, noter dans ma to-do list ce que j'ai pas fait, c'est un peu plus compliqué quand tu es en bagnole et que tu dois, tu peux pas t'arrêter, voilà, t'es lancé dans le truc et bon, bah, tu es là en espérant que j'y repense quand j'arrive à mon point d'arrivée et ce qui souvent ne m'arrive pas. Donc, j'arrive à les complètement les zapper, puis après, plus tard, je vais me dire, ah ouais, c'est vrai, j'avais dit que, et voilà. Donc, moi, pareil, hein, j'ai besoin je pense à des choses, il faut absolument que je les pose sur papier pour que ça sorte de ma tête, quoi. Ah oui. C'est nécessaire pour mon bien-être mental. C'est là que Bref. je l'utilise rarement, mais je l'utilise comme commande vocale, voilà, de temps en temps, là, l'assistant Siri. Enfin, Ah oui. donc en fait, des fois, quand je pense à quelque chose en voiture ou autre, comme il y a le kit main libre, enfin, c'est Ouais. Siri, rappelle-moi à telle heure ou rappelle-moi quand j'arrive à la maison de faire ci. Et donc je reçois un petit message et là, je vais le noter. En fait, j'ai l'outil en plus, il faudrait que je lui fasse. Je n'y pense jamais. Jamais j'y pense. Écoute, tu vas peut-être faire en sorte de faire un petit déclic la prochaine fois que je serai en voiture. Je fais, ah, Siri, dis-moi, rappelle-moi de. C'est peut-être un truc qui me manque en effet. Et pourtant, j'ai l'outil. Donc, c'est juste que je n'y pense pas. Ok, très bien. Et alors, est-ce que ça t'arrive de procrastiner? J'ai l'impression que non, hein. Ah si, Hein, on est d'accord. mais Ça si, ça n'existe m'arrive. pas. En fait, je crois que je fonctionne, je sais pas si, voilà, je fonctionne même beaucoup comme ça sur les tâches justement un peu longues, les idées, ou des fois des tâches que je n'ai pas envie de faire. Qui,
je sais que je dois les faire. De toute façon, dans mon cerveau, à chaque fois, je me dis il faut que ou je dois, c'est mal barré. Ouais, genre le BPF, il faut que. Oui, mais bah, ça a été le cas, c'est-à-dire que j'y pensais pendant un petit moment, et puis, mais vraiment, c'était vraiment juste que je prenne un temps que je m'y mette, quoi. Et il y Ouais. a 3 semaines, je crois, je me suis dit, allez là, Gwenaël, on est, ouais, c'était début mai. Allez, on est début mai là. Je m'y mets là, ça va pas me prendre longtemps. Et en fait, j'ai la chance, enfin, comme j'utilise Digiformat, Oui, l'outil, ah bah, Digiformat me fait mon BPF. Donc en fait, la seule chose que j'ai à faire, c'est que je prends un temps pour vérifier, être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur. Et juste les informations que Digiformat n'a pas, c'est les informations des charges comptables et autres, ouais, donc mon bilan. Et comme je venais d'avoir mon bilan peu de temps avant, parce que je l'avais pas. Donc voilà, quand j'ai eu mon bilan, j'avais fait le point avec la comptable. Peu de temps, quelques jours après, je me suis dit, allez, BPF. Et ça m'a ok, pris, allez, une demi-heure, 1 heure à tout casser, à vérifier, être sûr qu'il manque rien, être au clair. Et puis voilà, c'était rapide. Non, là, Digiformat, je veux dire, si jamais, et encore tout était plutôt bon. Donc il y avait une ou deux cases. Et ce qui était pas bon, c'était pas du fait de l'outil, c'était moi qui avais mal rempli une case. Mais autrement, il me sort le formulaire. Donc, j'ai tout déjà automatiquement. admis Ah et ouais. ça, c'est top. Ah bah, Alors, pour le coup, là, c'est un outil spécialement dédié aux formateurs et aux organismes de formation. Donc Digiformat, c'est une plateforme qui va gérer les contrats, les listes de présence, les émargements, tous les documents administratifs qui vont avec une formation. Mais également, ça peut servir également de plateforme de ressources pour les stagiaires. Ça, ah, c'est même carrément un LMS, hein, plateforme d'e-learning. ouais, En on fait, peut moi, suivre. justement, j'ai choisi cet outil parce qu'il a, justement, quand je te disais que j'avais trop d'outils, j'en avais marre. Au moment du Covid, j'ai testé plein d'outils, comme Ouais, je pense plein de monde. Et tu entendais à ce moment-là parler de plein d'outils. Et là, dans mon cerveau, ça faisait ébullition. Oh là là, et je trouvais jamais l'outil qu'il me fallait. Et celui-là, il m'a au moins donné plein de choses, surtout que dans le LMS avec le e-learning, je peux intégrer quelques autres outils. Donc, comme j'utilise Genially à côté, ouais. j'utilise WordWall ou WooClap, bah, je peux intégrer dans le e-learning ces outils-là. Et du coup, tout est centralisé. Et là, pour le coup, enfin, moi, c'est mon outil qui me fait ma facturation, c'est mon outil qui me Hmm. fait mon LMS pour mes stagiaires, que ce soit en distanciel ou en présentiel. J'intègre Zoom dedans. Euh, donc, ça centralise et c'est une aide précieuse au niveau administratif, au niveau Calliope. Enfin, Oui. Par contre, ce que je peux préciser, c'est que c'est un super outil. Je pense qu'un jour, j'y passerai, mais le jour où j'aurai beaucoup plus de formations en direct, de clients en oui, direct, en sous-traitance. Quand on est prestataire d'eux, bah, ça va pas nous servir à grand-chose si ce n'est un peu la formation à distance éventuellement, mais souvent on a des prestataires qui, enfin, oui, des prestataires qui nous, bah, des commanditaires, pardon, qui nous donnent des outils aussi. Donc ça démultiplierait les choses, mais je pense que c'est un, ça peut valoir le coup. Ils ont une formule basique, toute simple, je crois, quelque chose comme ça, où tu n'as pas toutes les options. Et ouais. ça peut valoir le coup, puisque du coup, tu te familiarises avec l'outil, tu commences à rentrer tes bases de données dedans, donc tu peux avoir euh, je crois tes factures quand même dedans sur la basique. Donc ça permet déjà de, même demain, je sais pas, tu veux lancer effectivement tu veux tester des Mm. formations un peu en e-learning ou en Ouais. distanciel. Pour démarrer, c'est pas mal. Mais effectivement, moi, quand je l'ai pris, mon ambition était de développer beaucoup plus, et c'était le cas déjà, ça avait commencé, mais ma clientèle en direct. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais, c'est un super, super outil. Ok, maintenant qu'on a vu plein de trucs sur l'organisation, Gwenaël, j'aimerais bien que tu me dises, puisque tu es quand même un expert de la CNV, donc la communication non violente, ou qu'on pourrait aussi appeler la communication bienveillante. D'accord. Dis-moi comment dire, cet exercice-là, c'est les formations que tu peux faire en entreprise. Qu'est-ce que ça apporte à l'entreprise, à la structure? Qu'est-ce que ça apprend aux gens? Hmm. C'est un vaste sujet, mais je vais essayer Oula, de résumer. je suis désolée de t'avoir lancé sur un grand truc. Non, mais bah, je te l'ai dit au démarrage. Relations humaines, de passion et pédagogie. Ouais. Mais la communication non violente, hein, c'est le mot, enfin le terme utilisé et qui a été donné hein, par Marshall Rosenberg, le psychologue qui a créé cette méthode. Euh, Selon moi, en tout cas,
le mot prête à interprétation, surtout dans notre culture française, c'est-à-dire on le réduit à communication. Et donc communication, en France, on le réduit souvent à s'exprimer ou à faire passer des messages. Ok. Or, la communication non violente, c'est, si je devais le dire autrement aujourd'hui, vu que pas mal de recherches ont été menées, non pas sur la CNV, mais sur le fonctionnement humain, et donc sur nos capacités émotionnelles et comportementales, on a aujourd'hui en France, depuis 2022, un référentiel qui a été créé par Santé publique France, qui est un référentiel des compétences psychosociales, Ok. qui a été créé pour les enfants, pour les écoles, mais donc qui est valable pour les adultes en fait. C'est juste que ce qu'ils souhaitent là, ce référentiel, c'est qu'ils souhaitent que les enfants soient formés dès la maternelle pour qu'on ait dans les années à venir, prochainement, Hmm. des élèves formés à ces compétences-là depuis l'enfance. Ok. C'était rigolo parce que moi, beaucoup de gens qui viennent participer à mes formations me disent, j'ai déjà eu des fois même des commentaires hein, ou des témoignages qui disaient ça devrait être remboursé par la Sécu ou faudrait apprendre ça dès l'enfance. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est bien plus que, pour moi, je dis souvent, les mots, c'est la dernière roue du carrosse du processus. Le processus, enfin, c'est un processus qui apprend en fait, et on développe des compétences d'écoute de nous-mêmes, donc Mhm. d'empathie vis-à-vis de nous-mêmes. Donc en fait, de comprendre comment on fonctionne, d'apprendre à s'écouter, donc s'écouter au sens identifier, ça peut être nos sensations corporelles, mais nos émotions surtout, parce que les sensations ne sont que les prémices de l'émotion. Identifier nos émotions, être capable de les nommer, de les reconnaître et d'être capable de les comprendre. Et les comprendre, moi j'aime bien employer le terme autrement de traduire, c'est-à-dire d'identifier la cause de nos émotions. Et la cause de nos émotions, c'est pas l'extérieur, ce sont nos besoins. On a tous, en tant qu'humains, des besoins. Et ces besoins, c'est un peu comme des réservoirs qui sont remplis ou qui ne sont pas remplis à certains moments. Et ça fluctue tout au long de la journée parce que forcément, la vie est mouvement, enfin, en permanence. Et donc, ces réservoirs, s'ils sont plus ou moins remplis, bah, on est en état d'équilibre émotionnel. Donc, tout va bien. On a plutôt un état de bien-être. Ce qui est valable pour nous est valable pour l'autre. Et c'est là où la communication non violente nous apprend à nous écouter, nous, empathie vis-à-vis de nous, et à écouter et comprendre l'autre, empathie vis-à-vis de l'autre. Et empathie ne veut pas dire être d'accord. On peut comprendre ce qui se passe pour l'autre sans être d'accord avec ses Mhm. choix, ses manières de faire. Et donc, la CNV nous apprend à nous positionner pour nos besoins, non plus contre les autres, non pas en opposition à d'autres, mais au service de nos besoins. Et donc, à un moment donné où on comprend pourquoi on se positionne, ben, on peut faire des choix dans notre organisation, dans notre gestion Mhm. du temps, pour nous. C'est-à-dire que quand je refuse je sais pas moi, de répondre à quelque chose ou de traiter un dossier qu'on me demande de faire aujourd'hui ou demain, c'est pas parce que j'ai pas envie de le faire pour toi, pour t'embêter, c'est je le fais Hmm. pour moi parce que aujourd'hui je suis sur autre chose et que j'ai choisi que c'était ma priorité pour mon équilibre, parce que ou j'ai un besoin de qualité du travail que je fais, et donc je veux d'abord bien finir ce que je fais, et après je me passerai à cette tâche-là. Hmm. J'ai besoin de me concentrer, je vais pas m'interrompre, donc je ne viendrai pas t'aider maintenant, mais je serai peut-être disponible ce soir, demain, pour en discuter. Je peux te différer des choses comme ça, mais en les expliquant, en se positionnant pour nous. Ce qui fait qu'en faisant ça, on aide aussi, c'est une amélioration dans les organisations des relations, puisque enfin, on évite, c'est pas tant qu'on évite, mais on limite des mauvaises interprétations, on aide les personnes à comprendre que chacun agit pour ses besoins, il y a des besoins collectifs, et c'est là aussi où la CNV nous apporte en fait cette capacité, nous apprend à dialoguer à partir de nos besoins pour chercher des solutions créatives. Euh, Quelqu'un viendrait te voir et te dit, moi je donne souvent cet exemple, je suis sur un dossier, il y a quelqu'un qui arrive qui te dit, tiens, je t'avais, voilà, ton manager t'a demandé un travail, il t'avait donné jusqu'à mardi pour le faire, hein, parce que ça, pour l'avoir vécu en tant que chef de projet, et je Mhm. pense qu'on est nombreux à avoir vécu ce genre de choses, on te donne un délai, tu as jusqu'à mardi, toi tu fais ton taf, tu t'organises correctement, et tu te dis, je vais le rendre mardi. Alors il y en a, ils aiment bien que ce soit fini bien avant, mais il y en a comme moi, c'est pas que je procrastine, c'est souvent ça procrastine dans mon cerveau. Tu parlais de procrastination tout à l'heure, Hmm. parce que les idées gambergent et après, généralement, à un moment donné, vient un déclic et je suis hyper efficace. Je me plonge dans le job et c'est efficace, je sais où je vais, mais généralement, c'est un peu, pas au dernier moment, mais presque. Hmm. Ok. J'ai besoin de ça, c'est dans mon fonctionnement. Et donc, pareil, la CNV apprend à nous accepter aussi comme ça. C'est-à-dire, j'ai pas à être comme tout le monde. C'est mon fonctionnement et le boulot, il sera fait. Si mon manager arrive le lundi midi et me dit bon, finalement, bah, de toute façon, je t'avais dit jusqu'à demain, mais on est lundi, donc tu peux me le donner aujourd'hui. Ça serait moi, ça m'arrangerait. Tiens, cet après-midi, Ok. ça peut me mettre en réaction. C'est-à-dire que moi, je peux tout d'un coup soit me mettre à dire tu te fous de ma gueule, etc. J'en sais rien, ou à le penser en tout le cas, Hmm. si on n'ose pas le dire.
Donc, je vais me mettre en réaction, en opposition. Éventuellement, je vais aller me plaindre à des collègues. Enfin bref, je suis en train de pourrir une ambiance, je suis en train de pourrir mon travail moi-même avec ma réaction et parce que mon manager m'a demandé ça, hein. Maintenant, avec la CNV, je peux, me positionner, lui dire, bah, je suis surpris, émotion, qu'est-ce que c'est là, parce que moi, j'avais jusqu'à demain et je suis encore en train de travailler dessus. Et moi, j'ai besoin d'avoir le temps qui m'était dédié pour pouvoir finir ce travail de qualité, parce que là, si je te le donne maintenant, il va être bâclé et j'ai pas envie de te rendre un Mm. travail bâclé. Mais la CNV nous invite à y a moi et à comprendre l'autre. C'est-à-dire, on n'est plus dans un paradigme du ou, c'est moi ou toi, c'est moi et toi. Et donc, même si mon manager m'a parlé comme ça, la CNV m'invite aussi, si j'en ai l'envie, mais à un moment donné, de faire l'effort de me dire euh, qu'est-ce qui l'amène à changer De changer de de, délai. de- de délai et à venir là. Ben, il y a peut-être quelque chose. Donc, déjà, d'être curieux vis-à-vis de lui. Et Mm. peut-être, je peux lui dire, je suis surpris, j'aimerais comprendre en fait, qu'est-ce qui fait que tu en as besoin là maintenant, parce que pour moi, c'est pas prêt. Et peut-être que là, il va me dire, je ne sais pas, hein, c'est une hypothèse, mais il peut me dire, bah, finalement, j'ai eu plein de boulot qui est arrivé en plus. La réunion prévue mercredi pour présenter ce rapport, moi, si j'avais un peu plus de temps pour le préparer, je pourrais m'en imprégner et je me sentirais plus à l'aise pour ma préparation de la réunion. Ouais. Ok, donc déjà là, je le prends plus contre moi. Je me dis pas, il fait chier exprès pour Ouais, ouais. m'emmerder, etc. C'est Non, non, pas non. mon encontre, ouais. Mm. Exactement. Donc lui, il agit pas contre moi. Moi, je choisis de ne plus agir contre lui. Par contre, je peux lui dire, écoute, j'entends que toi, tu as besoin de te préparer, du coup, en fait, et ça te rassurerait de pouvoir te préparer suffisamment tôt sur le dossier, donc d'avoir un temps de lecture suffisant. Ce qui Et se moi, j'ai comprend. besoin de pouvoir te faire quelque chose de qualité Mm. et de le finir, et j'ai pas tout fini. Et là, on peut peut-être trouver des solutions intermédiaires. Est-ce que je peux te donner la partie que j'ai plus ou moins finie, comme ça te prépare, et je te donne l'autre moitié demain matin, comme prévu. Et en Trouver des fait, compromis, en fait. oui, mais trouver des compromis où les deux vont être vraiment gagnants. Tout à C'est pour fait. ça que pour moi, c'est même plus une notion de compromis, parce que le compromis, on a l'impression de lâcher et on peut garder une petite rancœur. Ok. Là, c'est vraiment, je comprends ce qui se passe pour toi. Voilà, il se passe quelque chose, ok, moi aussi, et on apprend à se respecter l'un l'autre. On respecte nos besoins. Et c'est pas mes besoins sont supérieurs aux tiens, ni les tiens parce que tes managers seraient supérieurs aux miens. Mm. Et du coup, on ouvre ce dialogue qui permet de trouver effectivement des stratégies qui permettent à chacun de trouver une manière de répondre à nos besoins et donc de ne pas garder de rancune émotionnelle ou quoi que ce soit. Ok. Et ça permet vraiment, d'ouvrir le dialogue, mais même nous de se positionner. Et donc, en Ouais. fait, je suis pas en train de me soumettre à la volonté de quelqu'un parce qu'il est soi-disant chef ou à un collègue parce que pour X raison. Ouais, ouais. Et puis là, ça nous fait un peu prendre un peu de hauteur, un peu de recul sur la situation et de pas tout prendre pour soi-même, comme dans les accords Toltec. On prend pas tout pour soi. Il y a aussi des raisons autour de tout ça qui peuvent jouer. Et j'imagine, alors, je sais que tu as animé des formations assez nombreuses sur la CNV, mais est-ce que tu as fait des intras avec ça, c'est-à-dire des formations pour des équipes entières? Parce que des personnes, des formations qui viennent d'horizons différents, qui apprennent ça et qui repartent dans leur structure, est-ce que ça a le même impact que si c'était fait dans une équipe, dans une propre entreprise? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Et si oui, est-ce que tu as vu les effets? Je pense que la réponse en partie est dans ta question. Est-ce que ça a les mêmes impacts? Non. C'est-à-dire que, en fait, mais comme le point de départ du processus de communication non violente, c'est soi-même, c'est moi vis-à-vis de mes émotions, vis-à-vis de mes stimulus, c'est-à-dire le manager qui Mm. arrive n'est qu'un stimulus, qui crée quelque chose chez moi. Le point de départ, c'est moi, c'est-à-dire moi, comment je me positionne. Parce que quelqu'un d'autre pourrait choisir de se positionner différemment et aussi pourrait dire non, et tout en disant, bah non, il y avait un délai qui était donné, et là, moi, j'ai choisi, voilà, et il peut le faire de manière très, sans être agressif, très juste ferme, Mm. en disant, bah, voilà, pourquoi pas. Maintenant, effectivement, l'intention de la CNV est plutôt d'aller chercher l'ouverture au dialogue, mais on pourrait le faire. Donc, le point de départ est soi-même. Donc déjà, ça a forcément un impact vis-à-vis de soi, dans la manière de vivre aussi les relations, les demandes qu'on va avoir dans notre entreprise. Donc ça a des impacts. Mais ça a des impacts surtout sur le bien-être et l'équilibre de la personne qui le vit, puisqu'elle prend soin de ses émotions. C'est Mm. surtout ça, en fait. Donc déjà, maintenant, en intra, ça a des avantages et j'en ai vu. Ça a aussi des inconvénients. C'est-à-dire qu'en intra, de temps en temps, souvent, j'ai eu des personnes où les entreprises ont voulu inscrire des équipes entières. Moi, je suis plutôt partisan du volontariat, Ouais. surtout sur cette thématique-là, en fait, parce qu'on Mhm. touche à nos émotions. On change un mode de pensée, hein. On n'est plus là, on est en train d'ouvrir un mode de pensée où
je peux pas changer l'autre, ça part de moi, je m'ouvre et je vais chercher le dialogue. Et ça veut dire que je prends du temps pour dialoguer et je cherche plus il y a qu'à Faucon, quoi. Ouais. Et, et ça, il faut déjà avoir l'envie au départ. Sauf que beaucoup d'intras que j'ai eu souvent étaient plutôt avec une bonne intention. On veut former tout le monde au même niveau. Mais du coup, certains s'en saisissent, d'autres pas. Donc Mm. ça a des impacts. Il y a plein d'impacts inattendus. Il y a des impacts d'organisation. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus à l'aise, qui m'ont dit déjà quand témoigné, bah, je suis plus à l'aise pour exprimer mes besoins. Je prends moins contre moi certaines choses, donc au sens ça les touche moins. OK. J'ai eu d'autres impacts, et je le précise souvent au RH d'ailleurs quand je les rencontre maintenant, c'est surtout quand on fait des intras, euh, il y a des personnes des fois qui choisissent de quitter l'entreprise quelques mois plus tard, Ah ouais? parce qu'elles se rendent compte en fait que ça faisait des années qu'elles râlaient sur leur entreprise, sur leur manager ou sur des changements ou quoi que ce soit, et elles se rendent compte qu'elles ne sont plus en adéquation et à leur place. Et certaines personnes négocient une rupture ou choisissent de changer d'orientation professionnelle. Mais elles le font de manière, j'en reviens, pour elles. Donc elles ne partent pas contre Mm. l'entreprise. Ouais, ouais. Et en fait, c'est au service de tout le monde. Alors c'est difficile, parfois ça peut être difficile pour la structure de l'organisation, Mm. parce que ça la déstabilise. Mais plutôt que d'avoir des personnes qui viennent au boulot, soit la boule au ventre, soit qui en ont marre de venir et qui râlent, et tout ça, ça a une influence sur l'organisation, bah, ces personnes-là choisissent d'agir pour elles. Et ça peut arriver que les personnes choisissent de partir. Et en fait, en soi, j'ai envie de dire, tout le monde est gagnant en final. Mais c'est des Oui. choses inattendues. Ouais, Mais oui, oui, ça, parce que je l'aurais pas imaginé non plus. Mais alors pour le coup, ça veut dire qu'il y avait des personnes qui étaient vraiment dans une souffrance. Mais bien sûr, bah, j'en vois beaucoup en fait qui sont très souvent dans des souffrances et Mm. qui se taisent ou qui ne disent rien ou qui malheureusement, je dis bien malheureusement parce que c'est pas volontaire de la part des fois des organisations, mais ne se sentent pas entendus par leur management ou Mm. par la hiérarchie. Et pourquoi? Parce que pareil, moi je dis souvent, nous n'avons pas appris à dialoguer en fait. Mm. C'est-à-dire que depuis que nous sommes petits, nous avons appris à défendre des points de vue, à argumenter et donc à Mm. débattre pour essayer de chercher à imposer notre point de vue. Même si on dit je cherche le dialogue, très souvent on défend notre point de vue. Ouais. Et de ce fait, il n'y a pas de dialogue. Le dialogue au sens de se rencontrer, de mettre en commun. Et or, il y a très souvent, je vois des directions d'entreprise, des managers qui me disent, mais je leur mets plein d'outils à disposition, je fais des choses et tout. Ils sont pleins de bonnes intentions, mais il n'y a pas de prise en compte réelle des difficultés des personnes et des fois juste ce temps d'écoute et d'accueil des émotions et de se dire qu'est-ce qu'on peut faire et de réfléchir ensemble. C'est-à-dire que des fois les managers cherchent des solutions dans leur coin en pensant bien faire sans avoir vérifié auprès des personnes concernées est-ce que la solution identifiée Ouais, serait la ouais, bonne. ouais. Et de Mm. temps en temps, bah, les collaborateurs le vivent mal parce qu'ils se disent on nous impose encore une chose en plus et c'est encore à nous et nous on n'a rien demandé. Et c'est là où il y a vraiment ce temps du dialogue. La CNV nous invite aussi à prendre le temps de dialoguer. Et donc, en fait, mieux vaut reprendre le temps pour en gagner plus tard. Donc, Oui. c'est vraiment, on investit, mais Ouais. on investit sur le dialogue parce que c'est un temps qui va nous permettre de mieux nous comprendre. Et si on se comprend mieux, bah, les décisions seront plus ajustées. Et si elles sont plus ajustées, elles porteront plus d'efficacité. D'où là, quand même l'importance d'avoir tout le monde, enfin toute une équipe, les managers compris, dans cette démarche-là. Mais bien sûr, alors j'entends volontariat, mais et d'un autre côté, si c'est pas volontaire, si on met tout le monde, ça va peut-être faire aussi un déclic. Donc, moi, je suis partagée aussi dans ce truc-là, c'est-à-dire que ça concerne tout le monde. Il y a peut-être un problème à l'intérieur, mais si on dit, bah, c'est si vous voulez, et du coup, si la personne, justement, peut-être qu'il y a une personne qui pose problème, entre guillemets, plus ne viendra pas parce qu'elle n'est pas volontaire, et pour le coup, les autres vont apprendre des choses, et que elle va rester à part et dire, oh non, ça me concerne pas, machin, et en fait, le problème peut-être vient d'elle. Donc c'est quand même problématique. C'est Alors, voilà. c'est ce qui fait que j'ai souvent accepté de faire des intras alors que enfin, j'avais plutôt une réticence au départ. J'ai accepté pour toutes les raisons que tu viens de donner. Mm, En même temps, je me rends compte, l'expérience me fait me rendre compte ouais. que euh, si le management vient à la formation, mais pareil, vient, mais sans y croire, c'est-à-dire que pareil, sur 15 personnes, il y a une personne qui sait ce que c'est, qui a envie d'y aller, et Mm. les 14 autres managers, ils vont, bah ouais, d'accord, Par on y va, principe. et ne cherchent pas eux-mêmes à se changer eux d'abord, mais cherchent à appliquer ça pour changer leurs collaborateurs, c'est peine perdue. Donc en fait, il y a vraiment un rôle modélisant. Le manager dans une entreprise, et c'est valable dans la société, quand on est petit, nos modèles, ce sont nos parents, nos instits, les grandes personnes. Mm.
Quand on est adulte, nos modèles, ce sont les figures d'autorité ou des responsables. Et donc, ça va être un manager, etc., les responsabilités. Et donc, il y a un rôle modélisant. On attend d'eux un certain exemple, mais aussi qu'ils impulsent une dynamique. Tout à fait. Donc, surtout dans notre structure très hiérarchique pyramidale à la française, même si Mm, ça évolue, heureusement, mais des entreprises qui n'ont pas grandi de manière horizontale et qui ont grandi depuis des années de manière mm, verticale ne vont pas passer d'un modèle vertical à l'horizontalité du jour au lendemain. ouais, Donc, il y a toujours besoin d'impulser ça. Donc, les managers doivent vraiment être porteurs de ça. Et quand je dis porteurs, ça veut dire qu'ils doivent être eux-mêmes vraiment l'exemple au départ et et qu'ils y c'est pour ça croient. que je dis souvent, moi, c'est les managers, des managers et quelques collaborateurs qui ont envie, allez-y. Sinon, c'est du volontariat. Et dans ce cas-là, c'est un travail de très longue haleine. Et ça veut dire juste que les personnes qui vont l'appliquer pour elles, sans chercher à vouloir changer les autres, elles joueront malgré elles comme un modèle pour d'autres. Et Mm. ça fera effet boule de neige. Voilà, c'est ce que ça fait une impulsion en fait à l'intérieur, ça fait un petit modèle. C'est J'écoutais un ça. podcast hier d'une personne qui disait en fait dans mon entreprise, il était manager, je faisais du one-to-one avec mon équipe. En fait, il était manager, il avait fait une formation de coach et de facilitateur. Et du coup, à partir du moment où il a fait ces formations-là, il a commencé à instaurer des tête-à-tête avec son équipe, en fait, une fois par semaine, d'une demi-heure, une fois par semaine, automatiquement. Personne dans l'entreprise ne le faisait. Et petit à petit, c'est remonté, ça a débordé en fait sur les autres. Les autres managers ont commencé à faire ils appellent ça du one-to-one, mais c'est du tête-à-tête en fait avec leur équipier, on va dire. Et c'est remonté jusqu'au directeur qui a commencé à le faire et à l'imposer pour le coup à tout le monde. Alors là, là, ça m'a un petit peu gênée. Je me dis, l'imposer, est-ce que c'est vraiment aussi un truc bien? Parce que si la personne ne le choisit pas, ça peut être mal vécu. Bon, bref. Mais en tout cas, je trouvais bien l'idée, et du coup, c'est ce que tu dis, d'insuffler quelque chose pour que les autres prennent exemple et qu'ils fassent la même chose. Et là, pour le coup, ils y croient, c'est beaucoup plus fort que si on imposait quelque chose. Mais bien sûr, pour moi, la Mm, communication non violente, et c'est valable sans doute pour d'autres méthodes qui touchent à nos compétences relationnelles, émotionnelles. Moi, c'est pas une technique, quoi, la communication non violente. mm, Ceux qui voudraient essayer de l'appliquer comme une technique, eh ben, ils vont faire fausse route, ils vont se prendre des murs, et derrière, ils vont même dire ça marche pas. Sauf qu'en fait, la CNV, c'est pas ça marche pas. Les limites que l'on rencontre sont des limites humaines. C'est-à-dire, moi, quelqu'un me dit, mais j'ai essayé d'appliquer la CNV, mais la personne en face, elle veut toujours pas. Ben, en fait, c'est pas une limite de la CNV, c'est une limite de la personne humaine qui n'a pas envie de mm, te parler. Tu es face à quelqu'un qui n'a pas envie de te parler, en fait, le boomerang, entre guillemets, gentiment, mais j'aime pas le boomerang, mais ça te revient. C'est-à-dire, la réponse de la personne, c'est je veux pas te parler. La question, c'est émotionnellement, qu'est-ce que ça me fait et qu'est-ce que moi je fais de ça? mm, C'est là où je dis, nous sommes vraiment acteurs de ce qui se passe pour nous et j'ai des choix. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, la communication non violente, c'est une posture, c'est un travail de posture relationnelle vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis des autres. Et c'est vraiment, en fait, un, comment cette posture relationnelle nous amène à avoir une communication responsable, responsabilisante. C'est responsabilisant, puisque je fais des choix. Et ces choix ont forcément des conséquences dans mes interactions et les choix des autres aussi. Donc, je veux parler avec quelqu'un, je veux résoudre un conflit, la personne me dit non, je ne veux pas résoudre le conflit. Eh bien, à moi de résoudre ce que ça crée chez moi comme problème, parce que l'autre, et donc à moi de faire des choix. Et mm, peut-être il y en a un qui va choisir d'aller en justice, il y en a un qui va choisir d'aller voir le directeur et se plaindre, il y en a un qui va dire, eh ben tant pis, je travaille plus avec lui, il y en a un qui va choisir de dire, eh ben moi je me concentre sur mon travail et puis c'est tout. Et je suis mm, pas là pour dire, ça, ce sont des stratégies. Quelle est la stratégie la meilleure? On va tous avoir un avis différent dessus. Mais en fait, cette personne-là, elle va agir pour ses besoins. C'est là où, en fait, c'est important de mettre de la lumière sur quand tu choisis de faire telle stratégie, est-ce que ça vient vraiment remplir tes besoins ou pas? Ou mm. est-ce qu'au contraire, c'est juste une question d'opposition à l'autre? Et là, quel besoin ça remplit? Voilà. Et la question est en fond, la question centrale, elle est là. À quel besoin je réponds quand je choisis de faire telle ou telle chose? Si mes réservoirs se remplissent et que au fond de moi, ça me crée du bien-être, ça m'apaise, c'est que je suis sur la bonne voie pour moi. Ensuite, à un moment donné, pareil, ce choix-là, bah, dans 3 semaines, dans un mois, peut-être qu'il sera plus valable. Et c'est ça la vie, c'est pas grave. C'est-à-dire, dans un mois, ça va être, ah, finalement, ça me coûte là de plus travailler avec lui, j'aimerais vraiment, bon, et Mm. ben peut-être je vais avoir à nouveau envie d'aller. On peut revenir. Ouais. Et, et la CNV nous invite à ça. Et donc, moi, c'est pour ça que je dis que comme c'est une posture relationnelle, on ne peut pas l'imposer aux gens.
Ouais. Donc en fait, les personnes vont essayer de l'appliquer pour faire plaisir à leur directeur et puis ça va pas marcher, quoi, parce qu'il n'y a pas d'authenticité dedans. Mm. Le pilier de la Mm. CNV, c'est cette authenticité, mais vis-à-vis de soi-même déjà. C'est ça, d'y croire profondément, intérieurement, quoi. Mm. Ah bah, et puis d'être honnête vis-à-vis de soi-même, enfin, c'est Ouais, vraiment quelle est la démarche, quoi. Pareil, de vouloir donner de l'empathie à quelqu'un alors que j'ai pas envie de lui en donner, bah, je suis pas authentique, ça se sent et la relation est fausse. Et en fait, c'est clair. forcément, ça joue, donc c'est peine perdue. Donc c'est le livre qui m'a fait découvrir la CNV, il s'appelle Cessez d'être gentil, soyez vrai, de Thomas Danzenbourg. Ok. Et il porte son nom. Cessez d'être gentil, soyez vrai. C'est pas de la fausse, c'est pas une question de arrêter la gentillesse, hein. C'est cessons d'être gentil au sens portons un masque de gentillesse qui n'est pas sincère ou de politesse, quoi. Des fois, on est hyper poli, mais derrière, on Oui. n'en parle pas moins. Bah, en fait, la relation n'est pas authentique. Donc, il y a vraiment tout un travail là-dessus. Et si on apprend ça, et voilà, des personnes l'appliquent pour elles, ça change leur entourage, et il y a cet effet boule de neige. Mais c'est Mm. sûr que si en plus le management peut s'en saisir, sincèrement, vraiment, bah, dans ce cas-là, ça va changer leur manière d'animer leurs équipes, et Ouais. ça aura un impact. Mais c'est un travail de moyen long terme, Oui, mais ça me fait parce que penser à c'est un d'autres changement de thématiques. culture. Ça me fait penser à d'autres thématiques qui font que si le management, si le manager ou les managers ne prennent pas euh, conscience de l'enjeu ou de la méthode, etc., et qui disent aux équipes en dessous, allez-y, faites-le, c'est ce que vous avez appris, machin, faites-le, et que eux n'y croient pas et que eux ne l'incarnent pas, ça ne marchera jamais, quelle que soit la thématique. Mais complètement. C'est comme un parent qui va dire, en fait, surtout les enfants à table, pas de téléphone portable, et puis que les parents sont sur le téléphone portable. Et ben, à un moment donné, en fait, c'est ce qu'on appelle une injonction paradoxale. Et en fait, Mm. bah, ça crée forcément dans le cerveau, c'est impossible à traiter, et ça crée de la résistance, voire de Ouais, l'opposition, ouais. et même de la rébellion, ce qui est tout à fait normal. Donc, c'est juste que c'est pas juste. Donc, Mm. c'est là où, pour moi, la CNV dans les organisations peut être appliqué à plein de niveaux parce que Mm. individuellement, je l'applique et ben en fait, ça va jouer sur mon organisation. Moi, quand j'ai commencé à découvrir la CNV, j'étais encore salarié, euh, ça m'a appris vraiment à moins, en tout cas, certaines choses m'impactaient moins parce qu'en fait, enfin, m'impactaient moins. Je ne peux pas dire qu'elles m'impactaient moins, elles m'impactent, mais j'ai appris à réguler l'impact que ça avait chez moi. Et de ce fait, cet impact durait moins longtemps et m'impactait pas. Parce qu'en fait, souvent, tu vois, il y a quelque chose qui t'impacte. Quelqu'un vient de demander un truc. Et en fait, ça, c'est le stimulus. Et il y a l'impact premier. Cet impact premier, il fait mal. Mais après, nous auto-entretenons cet impact. Parce qu'en fait, dans mon cerveau, quand je commence à râler et à me dire, il fait exprès, rien que pour m'emmerder, et puis de toute façon, il y en a marre, et c'est toujours la même chose, et c'est toujours lui, et etc., c'est pas l'autre qui me raconte ça. C'est bien moi qui me raconte ça. Et Mm. donc, moi-même, je m'auto-énerve. C'est ça. Donc en Donc fait, tu renforces apprendre à réguler l'impact nos en fait. émotions, voilà, et apprendre à réguler nos émotions, c'est apprendre à prendre l'impact premier pour ce qu'il est, ce qu'il nous Mhm. fait, en prendre soin, et évitons de rajouter de l'impact émotionnel par-dessus, quoi. C'est comme le stress. Il y a le stress et ce qu'on appelle le surstress. C'est-à-dire que quand tu stresses et que tu te dis dans ta tête, non, stresse pas, c'est pas la peine, faut pas stresser, faut pas stresser, tu te rajoutes du stress au Ah, stress. c'est horrible, oui. Bah voilà, et en fait, non, bah c'est pareil pour les émotions. En fait, c'est je prends l'impact émotionnel et je vais en prendre conscience et je vais, moi, en prendre soin. Personne ne peut prendre soin de mes émotions à ma place. Ouais. Mais la CNV nous apprend ça, et de ce fait, ça a un impact sur plein de choses. Quand je te disais que ma gestion du temps, moi, avec ma femme, on pose nos Mm. plannings de congés, etc., de jours off bien avant, c'est une manière de répondre à notre besoin d'équilibre vie pro, vie perso et de temps pour nous. Et en fait, en faisant ça, en faisant cet acte-là, on prend soin de ça. Quand par exemple le week-end, moi je sais que dans ma vie, je prévois rarement, c'est très rare que je prévois deux événements le même week-end, c'est-à-dire, je sais pas moi, voir des amis, un repas, plus faire autre chose, ou voir d'autres amis, c'est-à-dire le samedi et le dimanche. Il y en a pour qui c'est essentiel et tant mieux, c'est là où nous sommes tous différents, on a les mêmes besoins, mais on ne les remplit pas de la même manière. Moi, j'ai un besoin, bien sûr, de relations sociales, mais j'ai aussi un besoin, en fait, de temps pour moi, de cocoon avec ma femme, de famille, etc. Et donc, et de ralentir. Et donc, dans un week-end, c'est rare qu'on prévoit deux choses en même temps. Mm. C'est une manière de prendre soin de ce temps-là pour nous. Et si jamais à un moment donné, on a des week-ends d'affilée où on a plusieurs choses de prévues, ou si j'ai des semaines très chargées, ben à un moment donné, je vais dire, il y a une semaine, là, je vais moins mettre de choses parce que je sais que je vais avoir besoin justement de ralentir, de poser. Et en faisant ça, ben, je prends soin de moi.
Et c'est Mm. bien ces besoins-là humains. Voilà. Et ça, c'est une manière de. Je fais pas ça parce que je peux pas. Quand je dis non à un client, c'est pas parce que je veux pas, c'est parce que je veux être sûr de pouvoir, un, lui délivrer une formation de qualité, donc avoir du temps pour la préparer, avoir du temps. Voilà. Donc, Mm. quand je surcharge mes semaines d'animation, bah, c'est pas possible. Il y a des gens qui me regardent, des personnes qui connaissent pas le métier de formateur et qui disent, ah ouais, toi, t'animes 2 jours, 3 jours par semaine, 3 jours. Ah, je dis, c'est déjà arrivé 4, mais c'est rare. Et il y a Ouais. longtemps, ça m'est déjà arrivé 5, et c'était Mm. très C'est rare, dur. mais c'est déjà arrivé. Je dis, oui, aujourd'hui, j'essaye d'avoir un ratio max de 3 animations semaine. Et voilà. Mm. Bah, dis donc, c'est cool le métier de formateur. Oui, Et en fait, alors, non, il y a toute cette partie invisible, un, qu'il ne c'est voit clair. pas. Mais Mm. effectivement, c'est pareil, c'est que voilà, quand quelqu'un me dit bah, ah bah si là tu peux, ouais mais non j'ai 3 jours là donc je peux pas te donner cette Ouais, journée. non. Cette journée-là Mm. j'en ai besoin pour me préparer Mm. pour ceci, prendre soin de moi. Ouais, Et bah tout ça quand j'en ai conscience, c'est beaucoup plus facile pour moi d'oser dire non à quelqu'un oui, parce que je sais que je le fais pour des raisons mais qui sont tellement bonnes pour moi. ouais, C'est pas contre l'autre, c'est juste là je peux pas, c'est mais là ça. je peux. Mais je suis d'accord, j'ai vécu les animations à 4 voire 5 jours, plus jamais. Plus jamais. Après, donc j'essaye de limiter à 3, mais il y a des petits modules. Bon, je suis sous-traitante d'un organisme national qui propose des 3 heures chrono. Donc ça, à la limite, ça me prend moins parce que je maîtrise totalement le sujet. Ce sont des sujets qui vont vite. Et les gens, en plus, souvent sur ces modules-là, ils ont beaucoup d'autonomie. Donc, c'est plutôt un cadre qu'on leur donne et on donne pas mal d'infos. Mais après, ils se débrouillent. Donc, ça me prend moins d'énergie que si j'étais sur une journée complète. Donc, les petits 3 heures comme ça, par-ci par-là, c'est plutôt pas mal. J'aime bien, ça me fait du bien. Mais cette semaine, quand j'étais en formation de facilitatrice, donc je partageais je sais plus à quel moment je l'ai dit, mais j'ai dit, mais moi maintenant, j'essaye de mettre maximum 3 journées complètes de formation en animation dans la semaine parce que c'est hyper fatigant. C'est très fatigant. Ça peut être fatigant nerveusement, c'est énergivore, ça peut être physiquement parce que on peut aussi pas mal bouger. Bien sûr. Et le fait de Parfois, on a des groupes qui sont pas toujours simples où il faut soutenir, garder l'énergie pour les autres, faire en sorte que ça avance. C'était exténué à la fin de la journée. C'est invisible pour les stagiaires, déjà d'une, et c'est invisible également pour l'entourage qui ne sait pas à quel point c'est fatigant d'animer. Et en général, ouais, 3 jours, bah ouais, bah t'es bien contente et t'as une bonne semaine quand t'as fait 3 jours quand même, hein. Donc, d'avoir un trou où lundi, vendredi, où t'es tranquille, ou entre guillemets tranquille, parce que tu prépares, tu fais le bilan des machins, t'es pas complètement tranquille parce que t'as le reste de ta boîte à gérer. Donc, si tu animes, tu ne gères pas ta boîte. Donc, tu as quand même des choses à faire entre les deux. Et j'aime beaucoup, moi, ce rythme de 3 jours. Voilà, ma petite Oui, parenthèse oui, personnelle. c'est sûr. Et de temps en temps, moi, je mets que 2 jours. Mais tu vois, mais la CNV, pour moi, justement, ce processus d'écouter ce qui se passe pour moi m'a aidé à être au clair vis-à-vis de moi. Et donc, derrière, un, ne plus culpabiliser, ne plus me comparer Ouais. à d'autres. Mm. Et enfin, quand je dis ne plus, ça veut pas dire que ça n'arrive plus jamais. Mais Mais en tout cas, moins. moins me Mm. culpabiliser, comparer. Pourquoi? Parce que je sais pour quels besoins, donc quelles Ouais. raisons, mais quels besoins chez moi, je fais ces choix-là. Et ils Mm. sont OK pour moi. Ouais. Au début, quand je me suis lancé, et encore ça m'arrive maintenant, mais au début, il y a des personnes qui me contactaient quand j'ai commencé à me mettre un peu sur LinkedIn. J'avais des demandes de contact de gens qui se reconvertissent et qui me disent, ah, dis donc, c'est super, est-ce qu'on pourrait échanger? Comment vous faites ça? Voilà. Moi, je ne l'ai pas fait quand je me suis lancé et j'aurais aimé peut-être oser le faire. Enfin, et donc, volontiers, je réponds souvent favorablement à ces personnes-là. Et ça prend du temps. Mm. Et au départ, je me souviens, je prends un coup de téléphone, on échange, la personne me parle, c'est très sympa. Entre guillemets, sans que ce soit péjoratif, je veux dire, elle me raconte sa vie, sans que ce soit péjoratif, hein, parce qu'en fait, elle a besoin de mettre du contexte Bien et c'est sûr. OK, Ouais. enfin, c'est super. Et moi, je vois le temps défiler. Et j'avais pas fixé de cadre, j'avais pas dit j'ai tant de temps, enfin voilà. Ouais. Et donc, je raccrochais au bout d'une heure et quart, et je pestais. Parce que c'était, mais quand même, ils se rendent bien compte, quand même, les gens, que j'ai pas que ça à faire, je suis à mon compte, enfin, je vais pas non plus, je suis pas payé pendant ce temps-là. Enfin, ça pestait. Et ça pestait, ça n'a rien à voir avec les personnes. En fait, en Mm. soi, j'étais en colère contre moi parce que j'avais pas osé fixer de règles et que j'avais un Ouais. besoin qui n'était pas nourri, j'avais un besoin de respect. Mais le besoin de respect, c'est pas l'autre qui va me respecter, c'est moi qui peux me respecter. Et quand j'ai identifié ça, je me suis dit, OK, maintenant, je dirais aux personnes, j'ai une demi-heure, est-ce que c'est OK pour vous? Et si possible,
préparez ou donnez-moi les questions qui vous sont les plus importantes pour vous, Mm. pour qu'on puisse être efficace et que moi, ce que je vais vous dire soit vraiment utile et à votre service. La plupart du temps maintenant, les personnes, c'est elles qui me disent on arrive bientôt à la fin, là, il est 25 minutes, je ne voudrais pas abuser de votre temps. C'est elles qui me disent. Et en fait, parce que moi, j'ai posé un acte pour me Ouais. respecter, j'ai posé un cadre, j'ai fait ce choix-là. Et en acceptant de déplaire éventuellement. Mm. Et ça, c'est tout à fait quelque chose qui est applicable aussi en entreprise, de poser le cadre. Exactement. J'ai tant de temps ou prépare les questions avant de venir me voir ou des choses comme ça. C'est quelque chose qui est applicable n'importe où et n'importe quand. Et avec Bien n'importe qui. sûr. Mais en fait, pour que ça puisse avoir un impact, c'est important que ce soit au clair avec nous-mêmes, c'est-à-dire Tout que ce à fait. soit, je veux dire, incarné, vécu, Ouais. et pas juste une technique, on va essayer de le faire, alors qu'en fait, J'en derrière, ai on rien à s'en fout. faire. Ouais. On n'a pas besoin de ces 30 minutes. Avant de démarrer une réunion, si tu as peur que la réunion dure 1 heure et demie et que chacun part dans tout son sens et que ce ne soit pas productif, tu peux effectivement arriver. Là, pour moi, c'est important. J'ai beaucoup de boulot aujourd'hui. J'ai 30 minutes à consacrer. Donc, suivant les thématiques qui m'intéressent, est-ce que c'est OK pour vous qu'on démarre par ça ou pas? Ou sinon, vous Mm, me dites à quelle heure je viens. J'ai 30 minutes. Est-ce que c'est OK pour vous? Et mm. je vous laisserai continuer. Je partirai avant la fin. J'avertis, je le fais. La plupart du temps, les gens disent oui, la plupart du temps. Ouais, c'est ça. Ils sont même après peut-être un peu envieux de cette technique, enfin cette technique-là, d'avoir osé faire À ça doser. et de se dire, ben je le ferais bien moi aussi en fait. Et là, l'effet boule de neige. Bon, bah, Eh la oui. boucle est bouclée. On a fait une sacrée longueur au final, hein, je crois, Gwen. On s'est laissé un peu envahir par la discussion, par les sujets qui étaient passionnants. Je te remercie beaucoup pour cet échange. C'était très instructif et moi, ça m'a fait voir des choses aussi différemment dans mon métier également, de ce que je peux voir, entendre dans les organisations. Ça, voilà. Peut-être que je proposerais peut-être de dire, bah, vous connaissez pas Gwenaël Masson, il est vachement bon en CNV, ça pourrait peut-être vous aider dans votre entreprise. Et voilà, ça peut, enfin voilà, c'est vachement intéressant de faire des choses comme ça. En tout cas, merci beaucoup pour cette interview fleuve qui a duré un petit peu de temps. Un grand merci de ta participation et puis et ta générosité aussi dans le partage. Merci, Roselyne. Et puis nous, on va continuer à se voir sur LinkedIn. Je mettrai ton profil LinkedIn sur le commentaire de cet épisode. Je mettrai également peut-être le livre que tu as nommé, Cessez d'être gentil, soyez vrai. Je vais le retrouver, je vais trouver un lien, je vais le mettre pour les gens également. Sur mon site, tu peux aller, il y a une bibliographie, un endroit, enfin voilà, il y a le Ah, livre. super. Parfait, merci beaucoup. Et puis pour les auditeurs, bah, je vous retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure, lundi matin, sur Ça Papillonne. Et puis on va parler encore de plein d'autres sujets autour de l'organisation. Merci beaucoup, Gwenaël. Merci, Roselyne. Merci pour Bonne l'invitation. journée. Bonne Salut. journée. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu as aimé, je t'invite à t'abonner, à laisser un avis ou des étoiles et à partager avec tes amis. Je suis aussi à ton écoute. Alors propose-moi des sujets à aborder et je me ferai un plaisir de creuser le sujet. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle conversation passionnante. Salut!